fenêtre un certain nombre de pratiques qui sont intéressantes pour pouvoir inspirer à la fois les entreprises et les consos. On s'est dit qu'on allait faire une table ronde avec quelques guests inspirants sur ce sujet. Donc on a Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, qui est directeur économie circulaire chez Manutan Group, qui nous rejoint pour cette table ronde. On a également Célie Couchet, qui est présidente fondatrice de Bout à Bout. On va en reparler juste après pour les présenter. Et puis on a Claire Breton. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de calage à gérer, parce qu'elle va être en visio. Elle devait venir, mais en fait, intempéries oblige, dérèglement climatique, je ne sais pas si vous voyez. Petites intempéries à Angers, et donc inondation des voies égale train annulé. Donc, joli storytelling. Donc, je pense normalement qu'elle doit nous entendre. Ça, c'est un peu l'effet Bonaldi, Oui, blague de vieux. Bien. Ah oui, elle nous entend. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, je vous en prie, Célie, Pierre-Emmanuel, je vous accueille sur scène. Et puis Claire, je t'accueille en visio. Merci en tout cas pour la flexibilité et puis d'avoir pu se rendre disponible malgré les circonstances. On a imaginé plusieurs voies. Mais donc nous y voilà. Pardon. Du coup, pour permettre à chacun des intervenants de se présenter, je vais commencer par une première question. Et la première question qu'on avait prévue, c'est à l'endroit de Claire. C'est notamment sur le gros électroménager, qui est un marché qu'elle connaît assez bien. Il y a un taux de recyclage et un taux de réemploi qui est assez faible sur le sujet, de l'ordre de 3%. Donc la question assez simple, pour qu'elle puisse présenter aussi Underdog, c'est comment est-ce qu'elle arrive à inspirer ses consos de la confiance dans ce modèle de réemploi. J'espère qu'elle m'a entendu et que le son est bon. Peut-être pas. Non. Oui, c'est sur mon ordinateur, mais normalement on l'a entendu. Bon, gros suspense. Désolée, ça a coupé. Ah oui. Tu m'as posé une question, mais ça a coupé pendant 1 minute. Mais j'ai compris le début de la question. C'était comment encourager nos consommateurs à mieux consommer, c'est ça? Oui, tout à fait. Et les Okay, inciter. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien. Déjà, bonjour à tous et désolée pour cette visio. Ravie d'être là aujourd'hui. Donc nous, chez Underdog, on fait du gros électroménager reconditionné. Et comme le disait Brieux, on fait ça, on a créé l'entreprise il y a 1 an parce qu'on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que le reconditionné aujourd'hui, c'est que 3% du marché du gros électroménager sur un marché qui pèse aujourd'hui 16 à 17 millions de produits neufs vendus chaque année. Donc, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et nous, notre vision, c'est vraiment de se dire que le reconditionné est au-delà d'une alternative au neuf. On veut que ça devienne une évidence pour tous les consommateurs, pour tous les Français aujourd'hui et pour tous les Européens demain. Et qu'est-ce qu'on met en place pour faire ça? La première chose, c'est une intransigeance sur la qualité des produits qu'on reconditionne. Aujourd'hui, 100% des techniciens qu'on a sont experts du gros électroménager et sont salariés d'Underdog. On a un centre de reconditionnement à Nantes qui s'occupe de tous nos produits. Ensuite, c'est un niveau de service qu'on met en place et qui est aussi qualitatif que ce qu'on trouve sur les produits du neuf. Donc, vous allez pouvoir vous faire livrer votre produit, le faire installer. On a une garantie de 2 ans et on a un service client qui est assez irréprochable. On se bat contre des gens qui sont là depuis des années sur le neuf. Donc, c'est important qu'on mette en place ces services-là. On a bien évidemment l'accessibilité prix. Aujourd'hui, le reconditionné qu'on propose est en moyenne à moins 30% versus les produits du neuf à produits comparables. C'est le point clé. Aujourd'hui, la plupart de nos clients viennent pour le prix, pas forcément pour l'écologie. Donc, c'est leur point d'entrée. Donc, c'est ultra important qu'on garde cette compétitivité prix. Et bien sûr, ça passe aussi par un travail de communication, de marque, sur communiquer sur les bienfaits du reconditionné, à la fois sur l'environnement, à la fois sur le pouvoir d'achat, qui est un sujet assez central aujourd'hui. Il y a effectivement tout un sujet de réassurance pour expliquer que le reconditionné n'est pas moins bien que le neuf, mais qu'il est équivalent et qu'ils peuvent par ailleurs en tirer un avantage prix. Exactement.
Peut-être pour se tourner vers Pierre-Emmanuel, pour comprendre un petit peu mieux l'offre durable de Manutan, est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'éco-conception et de ce que vous avez pu mettre en place chez Manutan? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Claire, ce sera pour la prochaine, du coup, même si pour le coup, on te voit très très bien en visio. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Manutan, c'est un des leaders de la distribution de produits aux entreprises et aux collectivités publiques. Donc concrètement, tout ce qui est utilisé dans un bureau ou dans un entrepôt. Donc, ça, du mobilier de bureau, au rack, aux transpalettes, etc. Et effectivement, si on prend un petit peu de recul et qu'on fait un bilan carbone de l'entreprise, de notre activité, il se trouve que plus de 90% de notre bilan carbone, c'est notre scope 3, donc c'est les produits qu'on vend. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, on a des actions comme installer des panneaux solaires, réduire notre consommation énergétique, essayer de travailler sur le parc automobile, tous ces sujets-là qui sont centraux. Mais si on ne fait rien sur le sujet des produits qu'on vend, qui est le cœur de notre activité, on n'est pas du tout crédible, cohérent dans notre propre transition écologique et notre objectif assez classique maintenant d'être neutre en carbone à horizon 2050. Alors comment on travaille là-dessus? Parce que nous, on distribue les produits, on ne les fabrique pas. Alors évidemment, on a un écosystème, on est proche des producteurs, des fournisseurs, mais il faut travailler avec eux, il faut animer tout un écosystème pour pouvoir, in fine, amener des produits dits plus durables à des consommateurs. Pour ça, a été constitué tout un travail de longue haleine sur ce qu'on appelle l'offre responsable. Alors l'offre responsable, c'est quoi? Et on reviendra juste après rapidement sur l'importance de bien définir les mots, être très transparent, avoir les données nécessaires derrière pour prouver tout raisonnement. C'est des produits qui ont soit quelques labels environnementaux qu'on a sélectionnés, soit qui sont d'occasion, soit qui sont reconditionnés. Et aujourd'hui, on pilote évidemment le chiffre d'affaires via cette offre de produits responsables. On essaye de les marketer au maximum pour qu'ils soient poussés auprès de nos clients. Et c'est à peu près 15-16% de chiffre d'affaires de toute la division entreprise, qui est le navire amiral du groupe. Et il y a une équipe dédiée que je salue ici qui travaille à passer son temps à élargir cette offre, à repérer tous les fournisseurs qui seraient vertueux pour les intégrer le plus rapidement possible à notre offre. Comme on est au cœur de la vie des acheteurs publics ou des acheteurs privés, ils se retournent aussi vers nous dans leurs habitudes de consommateurs, comme quand on va, je sais pas, dans un supermarché, pour qu'on les aide à faire le meilleur choix. Alors, sur le sujet de la qualité publique, vous avez évidemment la loi anti-gaspillage, la loi de réduction empreinte environnementale et numérique, on y reviendra derrière, qui vise à peut-être pousser cette offre-là, mais on arrive toujours un petit peu à cette difficulté de se dire comment je fais le distinguo entre un produit durable et pas durable. Au niveau européen, la directive éco-design date même pas de juillet. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir faire le distinguo. Et c'est pour ça que la même équipe qui a lancé l'offre responsable, parce qu'elle s'ennuyait un peu, a décidé de travailler sur un score qu'on appelle le Product Environmental Impact Score, un score vraiment extrêmement détaillé à travers deux méthodologies en particulier. Donc effectivement l'analyse du cycle de vie, le PEF pour les produits textiles, les EPI, et puis aussi avec des données de l'ADEME sur la partie mobilier, pour commencer à noter les produits. Vous connaissez notamment dans le secteur de Claire l'indice de réparabilité. On va vers un indice de durabilité qui est une obligation légale des constructeurs. Dans notre domaine, il y a plein de produits aujourd'hui où il n'y a absolument rien à fournir. Donc on a voulu créer un peu notre méthodologie. Et c'est un score de A à E qui est visible sur le site internet sur toutes les catégories éligibles, pour effectivement pousser au maximum le meilleur produit, le produit le plus durable, sachant qu'il n'y a pas uniquement les émissions de carbone dedans, hein, c'est beaucoup plus large. La méthodologie est disponible sur le site internet et puis on en reparlera si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, donner l'information au consommateur visuelle, facile, dans un parcours client, dans une expérience utilisateur fluide, est extrêmement important. Et puis pouvoir fournir les infos sur la méthode, les données derrière, c'est extrêmement clé. Dernier point, la grande barrière là-dessus, c'est effectivement avoir les bonnes données. Les fournisseurs ne les ont pas forcément. Comment on travaille avec eux là-dessus pour les aider aussi, plutôt que leur taper dessus. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Et pour compléter le panorama, c'est vrai que le bout à bout nous semblait intéressant comme exemple de par... là, en fait, pour le coup, on a un contenant qui ne bouge pas, qui est surtout lavé pour être réemployé et qui n'a pas forcément besoin d'être reconditionné. Donc, on trouvait que ça complétait bien la table ronde. Si tu peux nous dire quelques mots, Célie, sur ce que vous mettez en place. Oui, avec plaisir. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'ai fondé Bout à Bout en 2016 pour
relancer la filière de consigne qui avait quasiment disparu en France. Et pourtant, cette filière, ce réemploi des contenants en verre est beaucoup plus avantageux à tout point de vue que l'usage unique et permet au verre d'avoir un meilleur bilan carbone que le plastique. Donc c'est en lisant une ACV de l'ADEME à l'époque que j'ai décidé de tenter l'aventure de relancer cette filière. Il existait quelques bribes de relance de consigne en France, mais c'était vraiment confidentiel, alors qu'à l'étranger, des systèmes entiers de réemploi existent toujours, comme en Belgique, en Allemagne, etc. Donc au départ, il y a eu pas mal de freins, des freins techniques, on pourra en parler tout à l'heure, mais sur des étiquettes qui ne sont plus adaptées au lavage, des bouteilles qui se sont allégées avec l'usage unique qui s'est développé, plein de choses comme ça. Il y a aussi toutes les structures finalement de récupération des contenants qui avaient disparu dans les magasins. Donc voilà, c'était un frein logistique et aussi le frein psychologique notamment des producteurs et des distributeurs de gérer cette logistique, donc avec de l'espace dans les magasins, de la manutention, etc. Donc il a fallu développer un dispositif clé en main qui apporte toutes les solutions, des solutions simples, accessibles aux différents acteurs de la chaîne, des consommateurs aux distributeurs en passant par les producteurs. Donc ça, c'était un de nos gros travaux de lancement de la filière. Aujourd'hui, donc ça fait presque 7 ans qu'elle est développée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la consigne parce qu'on a aussi agi au niveau national auprès de l'État. On a fait pas mal de lobbying. On a développé un réseau consigne, un réseau national pour structurer toutes les initiatives et faire en sorte que tout le monde avance avec une certaine homogénéité en France. Et donc on a maintenant la loi AGEC qui donne des obligations autour du réemploi en France, des annonces aussi récentes du gouvernement d'imposer aux distributeurs la mise en place d'endroits de récupération pour les contenants consignés dans les magasins d'ici 2 ans. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et nous, ça y est, on est opérationnel sur toute la filière et on vient d'investir dans une usine de lavage qui est la plus grande, la plus capacitaire en France aujourd'hui et qui offre un niveau de qualité à la hauteur des attentes des producteurs et des consommateurs. Et peut-être pour rebondir sur la question des ACV et de l'impact, en fait, par rapport au recyclage, qui demande quand même beaucoup d'énergie, le réemploi permet d'éviter près de 79% de CO2, 78% de CO2, 79% d'énergie, et aussi d'éviter une consommation d'environ 51% d'eau, ce qui est un peu moins intuitif, mais c'est notamment lié à la production d'énergie dans les fours verriers, donc cette consommation d'eau. Donc il y a vraiment un avantage net à passer au réemploi. Et la dernière étude de l'ADEME, qui date de 2023, montre qu'on est systématiquement gagnant en passant au réemploi à partir de 2 à 4 rotations, donc 2 à 4 réutilisations d'un contenant, ce qui est vraiment rien du tout par rapport à une filière de réemploi. En Allemagne, en moyenne, c'est 25. Donc voilà, on est vraiment gagnant à tout point de vue. Et voilà, il y a aussi d'autres marqueurs environnementaux comme les ressources fossiles, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut améliorer avec cette filière de réemploi, l'acidification de l'air, etc., l'eutrophisation marine. Mais voilà, les grands chiffres qu'on donne habituellement, c'est l'eau et l'énergie et le carbone qui parlent beaucoup aux consommateurs en ce moment. Quand on parle de réemploi, plus spécifiquement pour Underdog et pour Manutan, il y a une problématique d'accès au stock, d'accès au matériel à reconditionner. Comment est-ce que vous fonctionnez chez Manutan, Pierre-Emmanuel ? Alors, la première chose, effectivement, sur l'accès au stock, c'est que, comme vous le savez, l'économie circulaire, c'est très souvent passer de la vente d'un produit à la vente d'un service, notamment parce que lorsque la propriété reste du côté du fabricant ou du distributeur, il va avoir l'accès au pied détaché, l'accès à la connaissance pour pouvoir étendre la durée de vie d'un produit, qui est un des 3 piliers principaux de l'économie circulaire. Et donc en fait, nous, on a commencé par lancer un service de collecte et de revalorisation de produits, pour l'instant décorrélé effectivement du pur sourcing pour constituer notre offre et qui se raccorde progressivement. On a commencé sur les produits électroniques, puisqu'à peu près 80% de l'empreinte numérique d'une organisation, en fait, c'est des produits qu'on utilise. Donc, très important, évidemment, de ne pas envoyer trop de mails ou de faire attention aux serveurs, mais surtout très important de ne pas changer de parc informatique, téléphonique tous les 3 ans, et quand vous le faites, d'être sûr que derrière, il y a du réemploi. Le taux de réemploi reste assez faible. Donc ce service-là, aujourd'hui, permet d'aller collecter tous les produits électroniques usagés des entreprises
et des collectivités publiques. On fait le tri dans un centre d'insertion professionnelle et on va toujours choisir, vous connaissez la hiérarchie des 3 R, choisir avant tout le réemploi, le don aux associations, avant, le cas échéant, d'envoyer dans les filières recyclage, si vraiment on n'a pas le choix. Il se trouve que l'électronique n'est pas du tout une catégorie phare de Manutan, donc c'est un peu aussi un engagement d'aller là-bas. Et maintenant, on l'étend à les produits du catalogue, qui sont des produits qu'on vend et sur lesquels, effectivement, on est très reconnu de nos clients. Donc là, on a commencé notamment sur le mobilier de bureau, en France et aux Pays-Bas. Et c'est effectivement très important parce qu'aujourd'hui, on estime à peu près que uniquement 5% du mobilier de bureau dont se débarrasse une entreprise ou une collectivité publique est réemployé aujourd'hui. 95% va être recyclé et très souvent plutôt incinéré que recyclé. C'est-à-dire qu'il y a déjà des très belles initiatives entrepreneuriales pour industrialiser le secteur de l'occasion du reconditionnement immobilier, mais ce sont quelques petits acteurs très courageux. On a par exemple Adopte un bureau, Tricycle, etc. Pour industrialiser la filière, il faut y aller tous ensemble. Il faut massivement pouvoir récupérer les produits et avoir l'étape de tri pour ensuite flécher vers les bonnes filières. Et donc, il faut que les industriels ou les distributeurs s'engagent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a décidé pour l'année à venir. Après avoir développé l'offre responsable, après avoir développé la collecte de ces produits la plus facile possible pour les entreprises ou les collectivités qui se séparent de ces produits et leur permettre au passage de respecter la réglementation. Je rappelle que la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent doivent prouver effectivement qu'elles ont un plan de réemploi d'environ 25% de leur parc de produits informatiques, téléphones, etc. Et la troisième étape va être, nous, en fait, de faire évoluer notre système, notre modèle, et de voir si on peut devenir aussi un acteur du reconditionnement sur des catégories où en fait on n'a aucun acteur opérationnel à l'échelle qui peut nous aider sur l'ensemble de nos marchés et les 17 pays européens. L'accès au sourcing est clé. Il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un problème souvent de volume à disposition. On est dans une société aussi de l'accumulation. Il y a beaucoup de produits qui restent dans les entreprises ou chez les particuliers. Et une fois éventuellement qu'il y a le bon service pour que les particuliers et les entreprises puissent se séparer de ces produits, il faut mettre en place un niveau industriel de tri pour flécher vers la filière de réemploi. On en parlait avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, aux universités d'été de l'économie de demain. Il faut structurer la filière du réemploi à fond. Le sujet de la consigne permet aussi de montrer à quel point c'est vertueux et de montrer un exemple qui parle beaucoup aux consommateurs. C'est une industrie verte qui aujourd'hui est complètement sous-utilisée et qui est facteur évidemment d'emploi dans les territoires, de relocalisation, et à chaque fois, les données le prouvent, c'est toujours une industrie écologique par rapport à l'usage unique. Merci Pierre. J'avais passé le micro à Claire, pardon, mais c'est techniquement compliqué. Et Claire, si tu peux nous parler du principe de collecte chez toi, je crois que tu t'articules sur à la fois la collecte individuelle et des partenariats B2B. Si tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît. Effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a aucun manque de produits défectueux. Il y a même trop de produits défectueux sur le gros et les petits électroménagers. Il faut savoir qu'en France, il y a 25 millions de produits qui sont jetés chaque année. Ça fait à peu près 48 par minute, pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc, les produits, ils sont là. Par contre, on est à un changement de paradigme où ces produits ont toujours été considérés comme des déchets, pour la plupart réorientés vers l'industrie du recyclage. Et aujourd'hui, on est à un tournant où nous, notre enjeu, c'est de faire comprendre au plus grand nombre que ces produits-là ne sont plus des déchets, mais des candidats au reconditionnement. Le plus grand nombre, c'est à la fois le gouvernement, c'est à la fois les grandes entreprises, les grands groupes, les distributeurs de gros électroménagers, mais c'est aussi les particuliers et les Français. Et donc, on a mis en place un sourcing qui est autour de ces 3 piliers-là. Donc, on travaille avec les acteurs du gros électroménager, des Fnac, des Darty, des boulangers, pour récupérer des produits défectueux et les reconditionner. Et on a lancé un système de collecte qui vient collecter les produits directement chez les particuliers. Donc, le particulier prend rendez-vous. Donc, là, c'est exclusivement sur Nantes aujourd'hui, là où on est basé. Il prend rendez-vous, on vient chercher son électroménager chez lui, qu'il soit en maison, en appartement, en étage, et on récupère ce produit-là et on va l'insérer dans notre flux de reconditionnement. Aujourd'hui, ça marche très bien. On a un très bel accueil à Nantes et l'idée, c'est de déployer ce service-là dans d'autres villes en France. C'est des initiatives qui sont parfois relayées par des grands acteurs comme Carrefour. On a mis en place des collectes également chez Carrefour où les clients pouvaient ramener directement leurs gros électroménagers dans un grand hypermarché.
Et nous, on ramenait ça à Nantes pour pouvoir le reconditionner. Merci Claire. Et côté bout à bout, effectivement, vous avez peut-être moins accès au rayonnement de Carrefour ou la marque Manutan. Comment est-ce que vous travaillez le réseau de proximité pour pouvoir justement vous faire connaître et puis faire connaître cette innovation qui est un retour du bon sens? Alors, on est en train de se développer dans le Grand Ouest, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir justement un déploiement national pour rendre la consigne accessible partout, sur tous les territoires. Donc il y a cet enjeu de déploiement géographique, mais il y a aussi un enjeu de maillage en local, en effet, que chacun puisse avoir, pas très loin de chez soi, un point de retour des contenants. Et pas uniquement des épiceries, pas uniquement des cavistes, mais aussi des grandes surfaces pour que ça soit accessible à tous les publics. Ça, c'est un de nos grands enjeux. Donc là, on travaille avec les grandes enseignes justement pour le déploiement de la filière sur tous les territoires. Et on a notamment dans ce type de magasin des automates de déconsignation qui remettent aux consommateurs au moment du dépôt de la bouteille une gratification qui n'est pas une consigne. Notre objectif étant de rendre accessible au plus grand nombre. Donc quand on a une consigne par exemple de 20 centimes, il faut quand même l'avancer au départ. Et sur un grand nombre de contenants, ça peut représenter un frein. Donc nous, on a un dispositif de gratification. Donc c'est compris dans le modèle de bout à bout. On donne, c'est moins que 20, c'est moins en termes, c'est 20 centimes de consigne contre 2 centimes de gratification. Donc c'est forcément, on ne peut pas se permettre, nous, de donner 20 centimes à chaque consommateur. Mais par contre, ça permet d'avoir un impact déjà sur les taux de retour qui est très significatif et de motiver encore plus le consommateur au-delà de l'impact écologique qui est évidemment indispensable à communiquer, mais qui souvent ne suffit pas aussi pour aller chercher le plus grand nombre. Donc on a cet enjeu-là de développement géographique, de maillage du territoire, d'incitation et aussi de communication. Il faut que le dispositif aussi soit visible en magasin, donc via de la PLV, un parcours client, et aussi sur les produits. Donc là, on a vraiment besoin de nos partenaires producteurs, les metteurs en marché en fait, qui ont la maîtrise de leur pack, de leur packaging, pour du coup imposer cette communication sur le produit, donc via un picto national et parfois un peu plus de communication selon les producteurs, parce que c'est aussi un aspect marketing pour eux finalement. Ça les met en avant dans le rayon. On a vraiment ce critère d'achat des consommateurs, ça ressort de toutes les enquêtes. Ça devient un critère en fait d'achat, le réemploi. Donc c'est aussi un avantage pour le consommateur, pour le producteur, de mettre en avant cette démarche sur son produit. C'est vrai qu'on avait prévu quelques petits visuels pour vous illustrer aussi le sujet, mais sur chacun des sites de nos amis, vous retrouverez aussi des visuels de ce qu'ils peuvent mettre en place. Et c'est vrai que pour le coup, la PLV est assez visible quand on la voit pour bout à bout. Donc c'est clair que les marques qui s'engagent dans ce sens peuvent aussi sans glorifier en tout cas sur certains sujets. Disons que le marketing a été très uniforme pendant très longtemps. Alors évidemment, il y a énormément d'innovation marketing. C'est pas du tout un mot désagréable pour ce métier qui est extrêmement important. Mais quand on rentre, je sais pas, dans le retail, effectivement, il y a la couleur, va y avoir les marques, etc. Ça a été quelque chose, des standards qui ont été construits pendant 50-60 ans depuis les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de créer une nouvelle expérience utilisateur différente de celle qu'on a quand on va acheter 3 trucs dans le Franprix, qu'on a 2 minutes parce qu'il y a la sortie de la crèche derrière et tout, et qu'on a juste besoin de quelque chose auquel on avait vraiment pensé juste avant, quoi. Le vrac, typiquement, on travaille sur un autre sujet avec L'Oréal qui investit beaucoup sur le vrac. Ils investissent énormément sur la technologie, sur le marketing. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Malgré la volonté réelle que j'ai pu éprouver de cet acteur-là, parce que pour l'instant, les consommateurs n'adhèrent pas à ces nouvelles expériences utilisateurs. Donc c'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte et créer ces nouvelles expériences de demain. Et on parle pas mal du pan environnemental. Et puis pour justement conclure la table ronde, pour pouvoir laisser la place aussi aux questions, je voulais vous entendre aussi sur le... On pourra gratter 10 minutes quand même, on a mis 10 minutes. Oui, on pourra aussi gratter 5-10 minutes. Après, on verra le nombre de questions que vous avez et puis les questions qu'on peut relancer. Mais il y a tout le pan social aussi de cette transition qui peut être aussi un aspect à mettre en avant auprès des consommateurs. Il y a tout ce gros boulgui-boulga de Made in France qui peut recouvrir différentes réalités. Et à côté, en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup d'emplois dans les territoires. Et si je peux vous entendre un petit peu sur vous, l'impact social, comment vous le mettez en avant aussi, et puis comment vous rendez service au territoire à travers
ces business models? Ouais, donc sur la partie emploi, le réseau VRAC et Réemploi a estimé le nombre d'emplois autour de ces filières-là aujourd'hui, hein, qui sont vraiment au début, à 2000 emplois. Donc c'est déjà pas mal pour une filière qui se lance. Nous, à l'échelle de Bout à Bout, on a aujourd'hui une trentaine de salariés contre 6 l'année dernière. C'est en plein développement. Et on travaille aussi avec des structures d'insertion comme vous, donc en prestataire externe, mais aussi qui vont venir aussi sur notre site de lavage. Donc on favorise l'emploi sur le territoire. On communique ces éléments-là aussi dans le parcours client, donc sur les lieux de vente, etc., et sur nos communications sur les réseaux sociaux, etc., dans les médias. Donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Et pour être un peu plus global sur l'impact sur l'emploi en France, il faut savoir que 40% des contenants en verre qui sont achetés en France pour être mis en marché viennent de l'étranger. Donc on a beaucoup à faire aussi sur la fabrication locale et le réemploi, pour le coup, est forcément local. Merci. Claire, tu veux dire un mot ou j'enchaîne? Tu peux enchaîner, je pourrais conclure si tu veux. Sur la partie sociale, donc effectivement, ça a été dit, nous on travaille avec un centre d'insertion professionnelle. Je salue d'ailleurs ici le groupe ARES, que vous connaissez peut-être, avec lequel on a un partenariat. Si vous travaillez dans une grande entreprise, le groupe ARES, c'est un truc assez dingue, c'est des joint ventures sociales, ce qui vous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, dans le sens où vous avez parfois la connaissance, par exemple, produit, la connaissance industrielle et puis les financements qui vont venir de l'entité corporate, et puis toute la connaissance sur l'accompagnement des personnes pour les ramener vers l'emploi, le suivi, et comment ça fonctionne très concrètement, par exemple, dans un centre industriel, un centre logistique ou autre, avec au passage des très belles aventures humaines et des répartitions du capital 51-49, ce qui fait qu'il y a toujours cette idée d'aligner des intérêts écologiques, économiques et sociaux en permanence. C'est le cas, par exemple, de Réparseb, donc la joint venture sociale entre le groupe SEB et le groupe ARES, qui est situé dans le nord de Paris, dans le 19e. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là, mais qui récupère tous les retours, notamment une partie des retours du groupe SEB, et qui fait travailler des personnes en insertion pro. Et c'est vraiment des modèles qui permettent effectivement d'allier tous ces impacts-là. Le dernier point, nous, c'est que si on va évidemment vers du réemploi, du reconditionnement ou autre, il y a pas mal de bassins d'emploi qui ont été effectivement sinistrés par la désindustrialisation. Et c'est les premiers sites qu'on regarde à l'heure d'implanter éventuellement des sites d'industrialisation pour vraiment effectivement recréer de l'emploi dans ces territoires. Il y a l'exemple, par exemple, de Blackstar, Brightstar, je ne sais pas si vous connaissez, donc cette entreprise de rechappage de pneus, de reconditionnement de pneus qui allait fermer. Mobisia est monté au capital. Et ils ont effectivement développé des nouveaux sites sur la zone où Bridgestone avait fermé et licencié pas mal de personnes, ce qui était vraiment un endroit complexe en termes d'emploi. Voilà, je pense que le réemploi, effectivement, peut vraiment être un fer de lance de cette fameuse réindustrialisation verte dont on a beaucoup parlé avec un projet de loi récent. Et effectivement, choisir la bonne zone peut permettre effectivement d'allier tous ces impacts entre eux. Merci Pierre-Emmanuel. Et Claire, pour te laisser rebondir sur l'aspect social chez Underdog. Oui, nous, l'emploi, c'est une des questions clés. Nous, on s'est vraiment mis comme mission de créer une nouvelle industrie et une filière en France et de prouver que reconditionner en France, c'est possible. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives qui poussent à la consommation de reconditionner. Il y a le sujet de la formation est moins abordé et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on le met sur la table avec beaucoup de discussions avec le gouvernement. Aujourd'hui, typiquement sur une filière de reconditionnement de gros électroménagers à échelle, il faudrait plus de 2500 techniciens et techniciennes. Et je ne parle pas des opérateurs, je parle vraiment des personnes qui vont réparer et reconditionner le produit. Aujourd'hui, il n'y a clairement pas les formations qui sont en place. On a plutôt délaissé les filières manuelles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Nous, on forme, on fait de la reconversion chez nous. On ne fait pas de l'insertion, on fait de la reconversion. Mais si on veut avoir l'ambition de développer cette industrie au niveau national, il faut mettre plus d'efforts dans la formation professionnelle pour former ces techniciens-là sur tout le territoire. Merci Claire. Je crois que, vu le timing, je vous remercie déjà pour ces premières interventions et les premiers éléments d'échange.
pour justement redonner envie aux consommateurs de se tourner vers le réemploi et de voir les différentes initiatives que vous menez chacun de votre côté et qui peuvent inspirer la salle aussi. Je crois qu'on a peut-être 10 minutes pour prendre des questions de la salle, si vous voulez profiter du panel qu'on a à portée de main pour les questionner sur tel ou tel aspect. Ah oui, pardon, il y en a une au fond. Vous avez des... Ouais. Si vous arrivez à aller jusqu'au micro, sinon vous la portez. Sinon, je vous la porte. Oui, oui, oui. La question claire au cas où, c'est sur la gratification. Qu'est-ce qu'on met en place pour donner envie aux personnes de rentrer dans cette boucle du réemploi? Et au-delà du bon d'achat qui lui-même va provoquer un nouvel acte d'achat et va donc amplifier le problème. Je sais pas si répondrai sur le B2B, mais c'est une question B2C au départ, donc peut-être Claire ou Céline. Yes, là, il y a à la fois deux questions. La première, c'est comment on va encourager les consommateurs à flécher, on va dire, leurs produits défectueux vers une boucle de réemploi. Nous, ce qu'on met en place et ce qu'on teste, c'est à la fois une collecte gratuite où on va rendre un service. On a aussi testé des collectes contre du cash. Et ce qu'on fait notamment avec Carrefour, on a un bon d'achat Carrefour, mais on veut qu'il soit valable sur tout l'hypermarché. Donc le but, c'est pas qu'ils rachètent du neuf avec le bon d'achat, mais c'est plutôt qu'ils aillent acheter à manger. Mais c'est clairement une question centrale. Et sur la partie vente de produits reconditionnés, ce que je disais au tout départ, nous, il y a 95% des clients qui viennent pour le prix. Ils sont très contents qu'il y ait un impact écologique positif. Mais aujourd'hui, le reconditionné marche parce qu'il est moins cher que le neuf. Et ça rejoint aussi toutes les discussions qu'on a avec le gouvernement sur une TVA circulaire pour avoir une TVA qui est moins de 20% pour encourager le reconditionné versus le neuf. Donc c'est clair que la gratification financière est assez clé aujourd'hui. Oui, moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a une gratification et c'est la même chose. Elle est valable dans tout le magasin. Donc, c'est pas, voilà, ça permet de racheter n'importe quoi d'autre dans un magasin où il y a de l'alimentaire. Et notre enjeu, au-delà de la gratification, c'est surtout que ce soit pratique, accessible et lisible. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à augmenter les taux de retour. Et ça, c'est assez visible dans nos expérimentations et dans nos enquêtes. Donc, déjà que ce soit pratique pour le consommateur. Un complément rapide sur le B2B, il y a deux arguments forts. Le premier, c'est évidemment le respect de la réglementation. Si on prend par exemple les comités publics, l'article 58 de la loi anti-gaspillage leur demande de se projeter sur des achats pour certaines catégories comme le mobilier à 20-25% de la commande publique qui sont effectivement reconditionnés d'occasion. C'est très compliqué évidemment de trouver l'offre qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché. Si vous prenez 25% de la commande publique en mobilier, par exemple, elle n'existe pas, donc c'est un peu un vœu pieux. Et puis derrière, il y a de l'administratif. Il faut remplir ce formulaire AGEC ou autre. Comment on fait pour aider le client? Donc là, on est sur un incentive très fort, c'est-à-dire qu'on l'aide à remplir ses objectifs et ses obligations. La deuxième chose, c'est quantifier l'impact écologique. Donc nous, on va donner un bilan RSE complet dans lequel il y a notamment les émissions de CO2 évitées. On a créé une méthodologie certifiée par l'ADEME sur ce sujet. Et donc, vous remplissez les objectifs de personnes dans la société ou dans la collectivité publique, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont effectivement une trajectoire carbone. C'est une action très concrète à mettre en face de ça et qui permet effectivement, voilà, encore une fois, de remplir les objectifs. Donc, la quantification, le respect de la réglementation, bien s'assurer et parfois apporter la connaissance en fait, à l'entité qui a 10 000 choses à faire et qui est complètement perdue dans la réglementation. Et puis de la gratification économique via le réemploi. Si on réemploie, on sauve de la valeur économique et donc on peut la reverser. C'est vrai que j'avais repéré aussi ce que vous mettiez en place sur le bilan carbone associé à l'acte de vous redonner un produit et le réemployer. Donc je pense que c'est une bonne incitation aussi pour pouvoir aussi faire connaître l'impact carbone de chaque produit qui peut être mis sur le marché.
Et il y avait une autre question. Allez-y, allez-y, madame. Bonjour, merci pour cette intervention, pour cet atelier tellement intéressant. Je voudrais savoir, je suis curieuse de savoir si vous êtes confronté à une pénurie de matériel, des pièces de rechange lors de la collecte des équipements, et si vous êtes intéressé aussi par, est-ce que vous vous servez de l'indice de réparabilité une fois que vous collectez ces équipements électroniques notamment. Claire, pour répéter la question, qu'est-ce qu'il y a une pénurie pour toi des pièces détachées? Et voilà, peut-être la première question. Yes, merci, parce que j'entendais la question dans la salle. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la disponibilité des pièces détachées. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet principal. On n'en manque pas, notamment parce qu'on a mis en place un démantèlement des machines qu'on n'arrive pas à réparer. Il faut savoir que nous, on arrive à réparer et reconditionner 70% des machines qu'on récupère. Les 30% restants ne sont pas réparables, soit techniquement parlant, soit financièrement parlant, et j'en reviendrai, soit environnementalement parlant, parce qu'elles sont trop vieilles et elles consomment trop. Mais toutes ces machines-là sont démantelées et on va utiliser les pièces détachées qu'on démantèle pour nos réparations sur les 70 autres machines. Donc aujourd'hui, il y a 50% de nos pièces détachées qui viennent du démantèlement, 70 autres qu'on se procure via des places de marché de pièces détachées. Donc honnêtement, aujourd'hui, l'accès aux pièces détachées ne nous freine pas. Ce qui nous freine, c'est l'aspect financier. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la disponibilité, mais pas sur le prix des pièces détachées. Et aujourd'hui, il y a des machines qu'on ne peut pas réparer puisque les pièces détachées coûtent trop cher. Typiquement, un lave-vaisselle, si vous le récupérez et qu'il y a 0 rack ou 0 panier à l'intérieur, c'est impossible de les rajouter puisque un simple panier coûte 70 € aujourd'hui. Donc le sujet, il est plus sur le prix que sur la disponibilité. Et est-ce que tu utilises l'indice de réparabilité? C'était la deuxième question, qui est un indice B2C, hein, ou pas aujourd'hui pour marketer tes produits? Non, aujourd'hui, on l'affiche, mais aujourd'hui, on ne l'utilise pas dans le pré-diagnostic ou dans les diagnostics qu'on fait sur nos machines. Les techniciens connaissent tellement les machines que honnêtement, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Moi, c'est une question sur la visibilité de vos solutions. Moi, j'ai la chance d'être nantais, du coup, je vous connais un petit peu, ou bien pour certains. La question, c'est de savoir, est-ce que vos solutions sont centralisées sur des dispositifs de communication, sur des plateformes, des choses comme ça, à l'échelle nationale? Parce que ça bénéficierait certainement à plein de gens de savoir que son gros électroménager, on peut l'apporter dans la région de Nantes ou dans d'autres régions. Et pareil pour du petit électroménager, plein d'autres choses. Et pareil pour les bouteilles, choisir des consommations plus durables. Ouais, la question, c'est sur le challenge de la communication nationale et puis s'assurer une bonne visibilité pour vos différentes initiatives. Donc, c'est souvent une question de budget aussi. Tu veux commencer, Claire? Non? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Donc nous, on a un site internet qui répertorie donc tous les points de collecte où on peut aller déposer ses bouteilles, et c'est relié au niveau du réseau consigne par une plateforme nationale qui du coup rassemble tous les points de collecte de tous les opérateurs en France. Donc il y a cette plateforme qui existe, mais en réalité c'est plutôt dans le magasin que ça se joue. C'est en général quand on va dans le magasin qu'on voit le dispositif, qu'on rapporte le contenant, ou qu'on voit le picto sur sa bouteille chez soi, et que du coup on voit sur le picto les points, le site internet avec les points de collecte. Donc ça se joue plus là que sur un autre canal de communication, un peu les réseaux sociaux peut-être et les médias, mais ça va être surtout dans le magasin et sur le produit. Mais il existe en effet ces sites qui rassemblent toutes les informations. Je peux enchaîner si tu veux. C'est effectivement une question clé. Nous, on vend 100% en ligne, donc sur notre site web qui s'appelle underdog.shop. On savait qu'il fallait des gros efforts marketing. C'est notamment pour ça qu'on a fait une première levée de fonds il y a quelques mois sur ce sujet, pour investir massivement en acquisition sur Google, sur Meta, et pour aussi faire pas mal d'événements presse pour faire passer la bonne parole, on va dire.
Et pour terminer, moi, c'est un peu l'histoire du coup du rachat de la société que j'ai créée qui s'appelait ZAC par le groupe Manutan. C'est-à-dire que la création d'une marque sur ce sujet-là est extrêmement complexe. Et effectivement, c'est ce que fait aussi Claire avec Carrefour. S'il en parlait, c'est aussi l'argent à disposition des éco-organismes pour communiquer effectivement sur ces solutions et ensuite flécher le bon flux vers le réemploi. Et c'est vrai que le rachat par Manutan, c'est posséder aussi cette capacité d'avoir directement accès à beaucoup de clients, d'être chez eux déjà là où ils ont l'habitude de consommer, de pouvoir s'inscrire dans des parcours utilisateurs déjà présents, plutôt que uniquement recréer une marque qui est effectivement extrêmement courageux. J'adore le branding d'Underdog et effectivement ça nécessite beaucoup de travail pour s'imposer. Il faudra quelques champions comme ça qui montent la voie, ou en tout cas, sinon, se reposer sur les canaux déjà existants, quoi. Je pense qu'on peut peut-être prendre une toute dernière question, ou à moins que... Non ? Tu réponds en direct. La personne en charge de la relation fournisseur est juste ici, donc je pense que c'est mieux si... Oui, effectivement, c'est un vrai change. C'est un change de l'écosystème, c'est un change évidemment de nos consommateurs, mais aussi des fournisseurs. On a eu plusieurs retours. Je dirais que globalement, les fournisseurs sont quand même très positifs au départ sur la démarche. Ils comprennent la démarche, ils comprennent que ça les aide d'une part à anticiper des réglementations à venir, que ça les aide à comprendre d'où viennent les impacts environnementaux majeurs de leurs produits, parce que le système qu'on leur met à disposition leur permet aussi de voir vraiment d'où viennent les impacts, à quel niveau d'étape de cycle de vie, quel type d'impact, etc., et de faire des simulations d'éco-conception. Donc ils comprennent la démarche, ils comprennent que ça s'inscrit sur du long terme. Après, on a quelques fournisseurs, effectivement, à la découverte de leurs notes, de préférence D, E, et c'est de mieux comprendre, mais globalement, ils s'inscrivent quand même dans une démarche positive et ils demandent aussi, du coup, à Manutan de les accompagner dans l'amélioration de leur score. Parce que c'est ça l'idée, c'est pas d'avoir une note A, B, C, D, E. L'idée, c'est l'amélioration continue des produits, en fait, et le changement aussi d'habitude de consommation de nos clients. Merci Marine. Ouais, je suis venu accompagner, moi. Eh ben, merci beaucoup à tous les invités sur le plateau pour le partage d'expérience. Merci Claire pour la flexibilité et big up au Mans. Merci à tous. Et pour la suite, bonne journée. Rendez-vous sur le stand Imagreen numéro 24 si vous souhaitez échanger. Et puis de 17h à 19h, on a un petit happy hour au besoin. C'est toujours agréable.